pour beaucoup constitue pour vous une bouée de sauvetage, on en reparlera. Vous passez sur ce plateau à la veille de la célébration du 4e anniversaire de la refondation, dont on fera également le bilan au plan politique. On va évoquer ensuite les enjeux de ces élections législatives, décrypter l'actualité à travers la Sénat, le COSLEPI et surtout l'affaire Alofa, puisque vous êtes l'avocat de la famille Dainvo et de la FECENTRA Finance. Mais commençons par le Nigeria. Eman Anyambosu, bonjour. Bonjour Jean-Yves Bitokpe, José Diogenou, bonjour. Bonjour. Nous allons cogner à la porte d'à côté, en allant au Nigeria, pour vous demander tout de suite quelle lecture vous faites du déroulement du scrutin présidentiel et du choix opéré par le peuple nigérian. D'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous me faites. Vous remerciant, je remercie vos auditeurs. Je sais que Radio Fraternité nous écoute. Et remercier vos téléspectateurs. Vous me permettriez aussi de remercier toutes celles et ceux dans différentes cellules, coordination, villages, départements, régions, se mobilisent dans une sorte de réseau de bénévolat, de militantisme, pour faire en sorte que nous portions le plus loin possible la voix qui est la nôtre. Je pense que le Nigeria nous ouvre une porte. Je pense que à la suite du Burkina Faso, le Nigeria nous ouvre la porte, la fenêtre de l'espérance. Le Nigeria nous a mis dans un positionnement du possible, ce qui est possible de faire, ce qui est heureusement possible. Vous savez, le Burkina Faso a traduit son aspiration à la démocratie par la rue. Le Burkina l'a traduite par les urnes. Nous avons un choix à faire. J'ai l'impression que déjà le 29 octobre, nous avons fait 29 octobre 2014 et le 11 décembre, les 10 et 11 décembre 2014, nous avons fait le choix des urnes, puisque ce que nous avions réclamé, c'est l'organisation des élections. Nous y sommes. Cela est-il possible? La réponse nous est donnée par le Burkina, le Nigeria. Et vous voyez, c'est un sentiment de fierté, d'abord en tant qu'Africain. Pourquoi de fierté? Parce que nul n'avait pressenti cette issue heureuse dans un pays marqué par les violences que vous savez et surtout la réponse que Goodluck Jonathan a faite par rapport à la décision des Nigérianes et des Nigérians. Et cela honore tout le monde. Et au-delà donc du Nigeria, cela nous honore tous. Quel sera le comportement du Bénin? Allons-nous rester nous contenter de regarder les télévisions et d'apprécier les autres? Voulons-nous que les autres nous apprécient? Je pense que la première réponse sera donnée le 26 avril. Est-ce qu'à votre avis, le Bénin a des leçons à tirer du déroulement du scrutin au Nigeria? Parfaitement. D'abord sur l'organisation des élections. Vous voyez, depuis fort longtemps, nous parlons de la liste électorale permanente informatisée. Oui. Nous discutons, nous discutanions. Le vote au Nigeria est un vote électronique. Tout à fait. Au Bénin, nous avons sans doute sérieuses difficultés en matière d'énergie électrique. Mais le Nigeria a plus de difficultés que nous. Mais pourtant, cela a été possible. Sur ce quasi-continent, avec une population de plus de 200 millions de personnes, avec une population électorale de plus de 50 millions de personnes, on a pu proclamer les résultats en moins de 48 heures, 112 heures. Et troisièmement, le vaincu a très spontanément, alors que les recours ont été introduits dans certaines régions, dans certains États, alors que les recours ont été introduits, le vaincu qui est au pouvoir a très spontanément appelé le vainqueur pour le féliciter. C'est simplement la célébration de la dignité de l'Africain, des Africains que nous sommes. Ça veut dire quoi? Que selon vous, ce qui se passe ou ce qui s'est passé au Nigeria est une sorte de défi lancé au Bénin? Comment ne pas réaliser, comment ne pas apporter une réponse plus heureuse que celle fournie par le Nigeria? La population du Bénin est moins élevée que celle de Lagos. Les Français diront Lagos. Le territoire du Bénin, à peine celui d'un État du Nigeria. L'on a fait tout cela en moins de 72 heures. On a fait tout cela. Comment, en tant qu'être humain, je ne dis pas simplement en tant que Béninois, en tant qu'être humain, ne pas considérer que nous avons l'obligation, et plus qu'une obligation, le devoir de faire mieux, de faire plus, d'être aussi digne comme les Nigérians, de considérer qu'en Afrique c'est possible, de considérer que nous n'allons pas
tout au moins, nous attendons la Commission électorale nationale autonome là-dessus. Nous n'allons pas prendre 8 jours pour proclamer les résultats. Et nous attendons la Cour constitutionnelle. Nous attendons les institutions en charge de l'organisation des élections sur ces questions. Le Nigeria nous a donné une belle leçon. Il nous appartient, à la suite du Sénégal, à la suite du Nigeria et bientôt du Burkina Faso, dont on sait que les élections seront très bien organisées. Il nous appartient de donner une formidable leçon aux Africains et d'être dans le concert des nations qui se respectent. Je veux dire, des nations africaines qui se respectent et qui sont dignes. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas au ministère des Affaires étrangères. Il y a eu ce changement, où il y aura dans les jours à venir, ce changement de régime au Nigeria. Qu'est-ce que ça pourrait changer au niveau des relations également entre les deux pays? On sait déjà que beaucoup d'opérateurs économiques nigérians sont en affaires avec le gouvernement béninois et tout. Qu'est-ce qui pourrait changer véritablement? Vous savez que le Nigeria a une chance pour le Bénin. À certains égards, on considère que c'est le problème du Bénin. Mais tout problème peut être transformé en opportunité. Et donc le Nigeria a une chance pour le Bénin. L'avènement d'un nouveau régime voulu par les citoyens nigérians, l'avènement d'un nouveau régime à la suite d'un processus aussi bien organisé, mérite que le Bénin tienne le Nigeria en très grande considération. Et nous estimons et nous espérons que notre gouvernement tirera les conséquences et, bien sûr, à la prestation de serment de Muhammadu Buhari, que le Bénin sera au très haut niveau représenté et que, bien entendu, l'État étant une continuité, que les relations aussi séculaires que nous avons puissent se poursuivre et en s'améliorant. Ce n'est que le minimum qu'on puisse attendre. Mais l'approfondissement véritable des relations entre le Bénin et le Nigeria, et cet approfondissement interviendra à l'occasion de ce que nous aurons conclu en 2016. C'est vrai que beaucoup applaudissent cette élection par rapport justement à l'alternance qu'il y a eu, mais quand on parle de l'homme, le général Buhari, qui a déjà dirigé dans un passé un peu lointain quand même, le Nigeria, il n'était pas très applaudi, il avait également des pratiques qui n'étaient pas très appréciées. Que savez-vous de l'homme et est-ce que vous avez des craintes également, comme beaucoup d'autres dans l'opinion? Ne couvrons pas d'indignité les citoyens nigérians. Si on dit de Muhammadu Buhari qu'il a été un dictateur, qu'il était arrivé au pouvoir au moyen par un coup d'État, mais pourtant il est resté au Nigeria tout ce temps. Tout ce temps, il est resté au Nigeria. Il a dû prouver qu'il n'était plus celui qu'il fut. Il a dû fournir des gages de démocratie, des gages de citoyenneté. Voyez-vous que c'est une coalition. Absolument une coalition qui a soutenu sa candidature et qui a travaillé pour son élection. Ce sont les Nigérians qui nous ont fourni la réponse dans le sens que ce fut peut-être un homme, ce n'est peut-être plus ce qu'il fut. Okay. Et de cela, nous devons tirer les conséquences. Alors, Buhari prend le pouvoir avec en main deux patates chaudes. Il y a la secte Boko Haram et puis la corruption. Il a déjà dit, dès les premiers mots de son discours, il dit qu'il va débarrasser le Nigeria de la terreur et de Boko Haram. Est-ce que vous y croyez, vous? Oh, j'y crois fortement. Je pense que avec l'avènement de ce nouveau régime, des dispositions nécessaires devront être prises. Vous savez que même la coalition constituée par certains États africains reproche au gouvernement Goodluck Jonathan de ne pas assurer la présence nécessaire, l'accompagnement nécessaire. Je considère qu'avec les organisations régionales, l'organisation africaine et les organisations internationales, que le Nigeria reprendra sa place. C'est dans l'intérêt du Nigeria, mais c'est dans l'intérêt de l'Afrique. Vous rappelez que le gouvernement béninois s'était déjà ému de ce que, sans doute que prochainement, Boko Haram viendrait au Bénin et que l'armée a été mobilisée à cette fin. Le Nigeria nous rassure, je l'espère, de ce point de vue, et je pense bien que les réponses adéquates seront fournies. Alors, cette parenthèse était nécessaire.
Mais revenons maintenant au Bénin, parlons des choses qui nous concernent. Joseph Diop-Gonou, je le disais tantôt, vous étiez membre de la société civile, vous êtes également l'initiateur du mouvement Mercredi Rouge, on reparlera de tout ça tout à l'heure. Mais vous avez choisi de quitter la société civile, c'est vrai que ça fait un moment. Vous êtes maintenant entré en politique alors que vous êtes un universitaire. En principe, les universitaires ne doivent-ils pas contribuer au développement du pays en améliorant la gouvernance? Mais on remarque aujourd'hui que vous vous retrouvez en politique. Pourquoi ce choix? On va commencer par le dernier bout de votre belle expression. Les universitaires doivent contribuer au développement de la gouvernance. Cela voudrait-il dire que les politiques ne contribuent pas à l'amélioration de la gouvernance? C'est peut-être le constat que nous avons établi. Non pas que c'est dans l'absolu que les politiques ne contribuent pas à l'amélioration de la gouvernance, mais qu'il faille renforcer l'espace politique. Il faille assumer le fait qu'on est citoyen. Qu'on est un citoyen non pas entièrement à part, mais un citoyen à part entière. Et que lorsque dans une société telle que la nôtre, vous avez fait Bégamé comme moi, vous avez fait l'école Bégamé Nord comme moi, l'école publique, que vous avez fait le collège public, collège au pied, que vous avez fait l'université, que ce pays vous a donné tout et que vous dites, bon, écoutez, que vous êtes avocat, que les honoraires suffisent, que les enseignements suffisent et que vous formez des personnes qui ne trouvent pas de l'emploi, que vous n'avez pas de route, que vous n'avez pas d'énergie, que vous n'avez pas d'hôpitaux, que vous dites que vous pouvez facilement aller à l'extérieur, eh bien, je pense qu'il y a une sorte d'indignité, une sorte d'irrespect de ce qui a fait de vous qui vous êtes. On a tiré les conclusions avec un certain nombre de collègues et de camarades. Nous considérons que, bien sûr, il faut renforcer l'espace politique. Parce que les maux dont souffre notre pays ont une cause, ont leur source en politique. Ce n'est que par la politique que l'on puisse renforcer. Regardez le 16e circonscription électorale. Si nous n'étions pas, engagés, hein, c'est le fils du président qui ira à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de... Vous avez quoi contre, maître? Nous avons besoin d'un Parlement de qualité. Mais quel modèle voulez-vous que nous proposons aux jeunes? Quel modèle? Quand on quitte l'école Montaigne, on devient député. Quel modèle voulez-vous qu'on propose? On a des centaines de milliards que l'on distribue aux femmes. Quel modèle vous voulez qu'on propose aux jeunes? On est dans toutes les institutions financières. Quel modèle vous voulez que moi qui suis un enseignant, je propose aux jeunes? Vous voulez que je leur dise de prendre le chemin qui est le mien, des dizaines d'années d'enseignement, prendre le chemin qui est le mien, ou bien de prendre quel chemin? Alors, quel modèle voulons-nous? Alors, il faut aller en politique pour le dire. Il faut aller rencontrer les femmes de Dantopa. Il faut aller rencontrer les femmes de Bégamé pour leur dire concrètement les défis qui sont les nôtres et que les hommes et les femmes en capacité d'apporter les solutions adéquates sont dans ce pays. Nous n'allons plus faire comme par le passé, où une partie de l'élite considère que la politique c'est pour les autres. La politique c'est vilain. La politique c'est la corruption, bien sûr. Mais dans ce pays, nous sommes tous et toutes des femmes et des hommes de foi. Nous considérons donc que la petite lumière, si encore il y a une lumière que nous avons, peut éclairer là où il y a de l'obscurité. Et donc c'est un engagement. Nous faisons partie de l'élite, bien entendu, nous l'assumons, de l'élite béninoise, bien entendu, nous l'assumons, mais il faudrait que cette élite apporte sa contribution. La qualité de l'élite dépend de son implication dans la société. Et nous considérons que ce dont nous avons besoin, c'est de renforcer la classe politique, c'est de battre, c'est de ne pas être au-dessus de la société, c'est être avec les compatriotes. Nous venons de vivre 10 années. Vous nous avez dit que nous allons en parler tout à l'heure. Oui. Faut-il encore que nous acceptions de vivre cela 10 ans? 10 ans ajouter à chacun de nos âges ici, vous voyez là où nous serions. Et pour cela, pour éviter cela, il fallait que nous rentrions en politique. Mais est-ce que l'entrée en politique de l'université que vous êtes, est-ce que ça a été facile? En fait, je suis universitaire, je suis avocat, mais je suis un être humain, je suis un citoyen. Le citoyen ne change pas. Voyez-vous, je ne suis pas entré en politique
pour priver l'université de mes enseignements. On vous le dira. J'ai multiplié mes enseignements. Je ne suis pas entré en politique pour priver mes doctorants de la contribution que je leur apporte. J'ai multiplié cette contribution. Je ne suis pas entré en politique pour démissionner de mon centre de recherche. Je reste à l'université. D'ailleurs, l'intérêt de l'élite de rentrer en politique, c'est de s'occuper encore mieux que par le passé des fonctions que l'on exerce. De le faire sans souffrir des reproches d'absentéisme, de passivité et de négligence dans ce que l'État nous a engagés à faire. Et je le fais, mais avec beaucoup de passion par ailleurs. Alors, Joseph Ndiogouino, vous passez de la société civile à la politique. Vous dites que vous voulez mener un combat, et pourtant, ce combat, vous étiez déjà en train de le mener au niveau de la société civile. Au niveau de la société civile, est-ce que votre voix portait, et aujourd'hui, est-ce que votre voix est plus audible qu'hier? Parce qu'aujourd'hui, le risque, quand vous êtes en politique, c'est que vous pouvez verser également dans le populisme, comme les autres politiciens, l'ancienne classe politique et tout. Est-ce que votre message aujourd'hui est plus audible? Je ne renie pas ce que nous avons fait dans les associations, fort heureusement. Je ne renie pas. Et il faut le faire. Et j'invite les jeunes à passer autant dans les associations que dans les partis politiques. Pourquoi? La formation à la vie, c'est cela. C'est d'ailleurs parce que ceux qui nous dirigent au plus haut niveau n'ont pas été éprouvés dans les associations, n'ont pas été éprouvés dans les cellules des partis, n'ont pas appris à diriger les groupes d'hommes, à conduire une réunion, que nous sommes au niveau que nous déplorons. Et donc il faut militer. Cela dit, est-ce qu'il faut se contenter des associations? Je commence par considérer la réponse négative. Pourquoi? Parce que la décision qui préfère renforcer le palais de la présidence de la République des dizaines de milliards au lieu de renforcer l'hôpital Hubert Manga, alors que nous sommes quasiment 95% à risquer de franchir les portes de l'hôpital Hubert Manga, et moins de 5%, dans ces 5%, vous et moi, on est dedans, à franchir les portes du palais de la présidence de la République. Cette décision est une décision politique. Vous pouvez être le plus grand militant d'association, vous ne pouvez rien changer. La décision qui constitue la Cour constitutionnelle est une décision politique. La décision qui désigne les magistrats, c'est une décision politique. Et donc, là où la voix est plus utile, là où la voix est plus pertinente, la voix que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, où est-ce que cette intelligence est plus utile pour les États en construction, pour les États africains? Les élites ont l'obligation de s'engager en politique. Je me retrouve peut-être avec ces groupes d'intellectuels des années 30, avec Camus, avec Sartre, avec Césaire, qui parlent d'intellectuels engagés. Je pense que le moment est venu de reprendre ces mots d'ordre, de s'inspirer de ces idées, de considérer que l'intellectuel n'a pas d'utilité pour son pays lorsqu'il se contente de son bureau, alors que les femmes, nous sommes en période de pluie, alors que les maisons, Cotonou est inondé, et que nous autres, nous flottons, et que nous autres, nous surfons, et que nous autres, nous pouvons avoir quelques visas pour prendre quelques congés en attendant la sécheresse. Je pense que ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous sommes en politique. Alors donc, c'est pourquoi vous êtes en politique, vous voulez vous rendre utile, mais vous n'avez pas commencé par le bas. Dès votre entrée en politique, la première chose qu'on a entendue, c'est que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2016. Est-ce que vous avez déclaré officiellement votre candidature, finalement? Je pense que tout est possible. Tout est possible. Pour autant que nous avons toutes les aptitudes, les qualités, la capacité, et que la loi ne nous refuse absolument pas d'être candidat, même au poste de conseiller municipal, nous n'allons rien laisser, nos amis et moi-même. C'est pour cela que, très tôt, nous sommes engagés à mettre en place un parti politique. Et c'est pour cela que, très tôt, nous sommes engagés à aller en alliance avec d'autres partis politiques. C'est pour cela que, très tôt,
nous avons contribué à cette formidable coalition qui a porté le mouvement du 11 décembre, qui a porté le mouvement du 10 décembre. C'est pour cela que très tôt, nous sommes dans la construction d'un projet de société. Mais pour le moment, ce sont les élections législatives. Pourquoi parler de la présidentielle alors que l'on considère que l'on veut, que l'on aura 50 députés, que l'on considère que l'on va réviser la Constitution? Pourquoi parler de la présidentielle si la Constitution était révisée? Si les 50 députés allaient au Parlement, il est fort possible, probable, que nous n'ayons pas d'élection présidentielle. Et donc nous devons nous concentrer. Et pour le moment, nous nous concentrons sur l'organisation des élections législatives et sur la contribution de qualité qu'avec d'autres, nous apportons à l'organisation de ces élections législatives. Mais ce faisant, on a l'impression que vous avez mis en brèche le mercredi rouge. Qu'est-ce que c'est devenu? Non. Le mercredi rouge, c'est un outil, c'est un concept outil. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Nous avons expérimenté cet outil-là pour démontrer que le Béninois n'est pas si indifférent que cela. Pour démontrer qu'il nous fallait simplement avoir des idées alternatives. Pour démontrer que lorsque l'enjeu est important, nous pouvons tous nous mobiliser sans prendre les armes, seulement avec notre corps, seulement avec une couleur. Dire à celui qui passe par les hélicoptères que nous pouvons être visibles. Et donc ce concept outil est permanent. À chaque occasion, à chaque circonstance, ce concept outil peut être sorti en guise de réponse, y compris contre nous-mêmes, pourquoi pas, contre nous-mêmes. Parce que vous voyez, cela rentre dans notre culture que nous sortions. Je vois très souvent certains syndicalistes porter cette couleur-là. C'est vrai. Et de ce point de vue, je ne peux qu'approuver. Il nous faut avoir des comportements de résistants, de résistance. Et de ce point de vue, la couleur rouge sur le corps, c'est un outil qui nous permet de dire non. Vous voyez, c'est Amadou Kourouman qui dit que si on ne veut pas, il faut dire non. Quand on ne veut pas, il faut dire non. Il ne faut pas rester terré dans sa chambre et dire que l'autre pourrait... Voilà. Donc, il faut pouvoir agir et réagir. Alors, si on revient à Alternative Citoyenne, Joseph Diaguenou, beaucoup ne vendaient pas cher votre peau à la création justement de ce parti. On se demandait même si le parti allait participer aux élections législatives. Vous avez vous-même parlé des alliances de partis tout à l'heure et je l'ai précisé dans mon introduction. Il y a eu donc le passage ou alors l'avènement, votre passage sur la liste de l'Union fait la nation et je le dis, ça constitue pour vous une bouée de sauvetage. Oh, une bouée de sauvetage. On verra bien au soir du 26 avril. Mais une décision courageuse, je pense que oui. Nous avons, à l'occasion des élections législatives, je voudrais vous rappeler déjà que c'est la date du dépôt des dossiers que le ministère de l'Intérieur a jugé bon de nous délivrer le récépissé, nous permettant de nous considérer véritablement comme un parti politique, alors que nous avons déposé la demande un an plus tôt. Et que, n'ayant pas la réponse du ministère, nous avons dû assigner l'État béninois devant le tribunal de première instance de Cotonou. Et donc que, manifestement, n'ayant pas le récépissé, et que ne pouvant pas publier ce récépissé, conformément à la loi, que nous ne pouvions pas, nous seuls, présenter des candidats. Mais même si cela était possible, l'essentiel étant d'avoir la qualité et le nombre de députés possibles à l'Assemblée nationale pour organiser la campagne de résistance de l'intérieur, même si nous avions le récépissé, nous serions rapprochés des acteurs politiques et organiser cette alliance. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous l'avons fait et nous sommes totalement heureux d'être sur la liste Union fait la nation. Cela, c'est le résultat de négociations qui n'ont pas été difficiles. Parce que, évidemment, vous verrez que sur cette liste, c'est la cohérence des acteurs qui ont tout le temps martelé qu'il ne faut pas réviser la Constitution. La cohérence des acteurs qui sont restés dans l'opposition avec constance. Et cette cohérence est nécessaire pour permettre à la population de faire un choix sérieux. Vous avez été facilement accepté, je veux dire, vous, les membres de Alternative Citoyenne, au sein de l'Union fait la nation? Nous ne sommes pas dans l'Union fait la nation. Il faut faire la clarification. Nous sommes dans une alliance qui nous conduit
aux élections législatives. Nous sommes dans une sorte de mutualisation des intelligences, des ressources, de nos capacités, et dire aux populations, à nos compatriotes, que nous pouvons les représenter dignement à l'Assemblée nationale et que nous pouvons les représenter pour éviter que la Constitution soit révisée et pour renforcer la qualité de nos lois. Alors, de ce point de vue, nous ne sommes pas dans l'Union fait la nation, nous sommes dans un partenariat avec l'Union fait la nation, mais un partenariat heureux. N'attendez pas des acteurs politiques qui sont en compétition de vous offrir le tapis rouge pour conquérir le Bénin. Pour proposer au Bénin une alternative, il faut conquérir les partis politiques. Il faut convaincre les partis politiques. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Donc, à dire que si l'Union fait la nation nous a accueillis les bras ouverts, ce serait peut-être pas collé à la vérité. Mais considérez que avec beaucoup de rigueur, beaucoup de ferveur, nous avons discuté et que nous sommes arrivés à ce résultat de proposer une liste. Et j'en suis très heureux. Les discussions ont été chaudes parfois, surtout quand il s'est agi des positionnements. Dans toutes les alliances, les questions de positionnement sont des questions difficiles. Cela dit, lorsque les différents acteurs identifient les mérites des uns et des autres et l'intérêt qu'il y a de mettre les uns à la place à laquelle ils sont et les autres à la place à laquelle ils sont aussi, eh bien, je pense que c'est tout le monde, chacun s'élève le résultat. Pour ce qui nous concerne, beaucoup de nos compatriotes se posent la question de savoir pourquoi nous sommes deuxième. Je pense que c'est la meilleure position possible. Pourquoi la meilleure position? Parce que votre parti n'est pas aussi puissant que celui la meilleure de position possible, parce que il faut faire en sorte que le nombre d'élus sur la liste Union fait la nation soit en quantité élevée. Il ne faut pas rester dans cette prétention qui me paraîtrait excessive, de considérer que il suffit que soi-même, seul, on puisse être désigné à l'Assemblée nationale, et alors les autres. Et il vaut mieux être accompagné qu'être seul. Et donc, pour convaincre chaque Béninois, chacun de nos compatriotes, s'ils considèrent que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose à l'Assemblée nationale, nous avons préféré et nous avons accepté de rester à la place à laquelle nous sommes. Cela rend possible l'élection de candidat Zanaï, dont vous avez apprécié le mérite et dont vous appréciez le mérite, et cela rend possible notre propre élection, et pourquoi pas l'élection des autres candidats sur cette liste-là. Il faut accompagner, il faut savoir accompagner, il faut savoir renforcer, au lieu de considérer que l'on a l'aura nécessaire qui conduirait à sa seule et sa propre élection. Maître Diaguenou, c'est vrai, vous êtes sur la liste UN. Dites-nous quelle est la raison fondamentale qui vous a poussé à adhérer à l'UN, alors que ce n'est pas seulement ce parti politique, cette alliance qui va contre la révision de la Constitution. Je voudrais encore une fois insister. Non, pas que vous nous n'avons pas adhéré. Pourquoi l'alliance avec l'UN? Tout choix est une élimination. Tout choix est une élimination. Un être humain qui n'est pas en capacité de choisir n'est pas en capacité de diriger. Mais le choix doit être pertinent. Les questions relatives à la circonscription électorale, aux circonscriptions électorales, dans lesquelles nous pensons avoir des représentants de qualité, les questions relatives au positionnement des autres acteurs, qui ne sont pas nos adversaires. Les seuls adversaires que nous avons, ce sont les FCBE. Au positionnement des autres acteurs, ces questions nous ont conduits dans les réponses à leur apporter, à préférer, à choisir la liste Union fait la nation. Nous n'avons pas choisi la liste Union fait la nation pour aller en guerre contre toutes les listes. C'est ensemble que nous allons constituer l'Assemblée nationale. Mais il faut faire en sorte que l'Assemblée nationale soit constituée, soit composée d'hommes et de femmes de qualité, en capacité de réviser la
de refuser la révision de la Constitution. Joseph Diagbounou, vous êtes très optimiste. Vous pensez que candidat Zanaï sera à l'Assemblée, que vous-même, Joseph Diagbounou, vous serez à l'Assemblée, et pourquoi pas les autres qui sont également derrière vous sur cette liste de l'alliance que vous faites avec, que vous composez avec l'Union fait la Nation. J'ai bien envie de savoir ce que vous valez, quand je dis vous, ce que Alternative Citoyenne vaut. C'est vrai que c'est un parti qui a un peu moins d'un an. Vous allez nous éclairer davantage tout à l'heure. Vous étiez dans le septentrion, vous avez installé des coordinations, des cellules, vous avez fait un peu quand même le tour du Bénin, et on sait aussi que vous avez derrière vous, avec vous, les militants, les jeunes de Mercredi Rouge. Est-ce que le parti ne se résume pas à ce petit noyau-là? Que vaut exactement Alternative Citoyenne? Vous avez fourni la réponse. Nous avons installé des coordinations partout dans le Bénin. Nous avons près de 40 coordinations. Une coordination, ce n'est pas moins de 15 personnes. Nous avons des cellules. Je ne suis pas le secrétaire général, je suis le président d'honneur. Je ne suis qu'un militant. Donc, le maillage territorial est une évidence. Mais il ne faut pas être prétentieux. Comment oserais-je énoncer, affirmer ce que nous valons sans une compétition électorale? Comment oserais-je le faire? Au vu du nombre de militants qui nous suivent, au vu de notre propre présence sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Justement, c'est ça l'ennui. On a l'impression que vous n'avez pas beaucoup de militants. Oh, vous aurez à le constater. Vous aurez à le constater. Vous avez peut-être raison. Parce que nous sommes dans une période électorale où il est difficile de distinguer le militant de la personne qui est simplement intéressée. Nous-mêmes, vous avez dit tout à l'heure que il y a certaines complaisances de la part des hommes pour de la démagogie. Nous ne sommes pas des démagogues. Nous savons qu'il y a, pendant cette période, nombreuses personnes qui prétendent être des militants, mais qui ne sont que des personnes intéressées, nous le savons. Mais les résultats des élections nous indiqueront. Et ce ne sera que des indications, même à l'occasion des élections législatives. D'autres élections nous permettront de savoir ce que vaut Alternative Citoyenne. Mais quant à vous écouter simplement, avec les indicateurs que vous avez énoncés, avec ce que Mercredi Rouge, ce n'est pas seulement Alternative Citoyenne, il faut corriger. Mercredi Rouge, c'est une coalition d'acteurs qui a porté Mercredi Rouge. Mais quand même, nous y avons aussi des militants. Vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé de nos cellules, de nos coordinations. Si on ne s'en tient qu'à ces indications, eh bien, on peut considérer que raisonnablement, nous comptons. Mais jusqu'à quel point? Quelle est la mesure? Il faut attendre les élections pour Maître Diagbounou, dites-nous si l'alliance ACUN a une durée de vie, dès lors qu'on attend déjà dans les couloirs que vous pourriez être le candidat soutenu par l'UN à la présidentielle. Les couloirs disent beaucoup de choses au Bénin. L'essentiel, ce sont les élections législatives. L'essentiel. À quoi ça sert aujourd'hui, plus d'une dizaine de jours, enfin plus de 3 semaines avant le 26 avril, de dire que sortir ce que sera ce partenariat, alors que nous n'avons aucun résultat. Si nous allons aux élections, nous n'avons aucun candidat. Si nous avons aux élections, nous n'avons aucun élu. Ne peut-on pas penser que nous aurions alors mal choisi? C'est tout à fait normal qu'on pense cela. Si nous allons aux élections, nous avons 3, 4, 5 élus. Ne peut-on pas penser que nous avons bien choisi? Mais il faut attendre les élections, les résultats. Au fond, ce que sera la composition, la proposition que l'UN, cette alliance, fait aux populations, eh bien, dépend des populations. Si les populations considèrent que c'est bien constitué, c'est bien construit, les responsables penseront au moins au lendemain. Mais si les populations considèrent que c'est très mal constitué, que l'on préfère le beau-frère et le fils à candidat Zanaï et à moi-même, peut-être, pourquoi pas, nous allons chercher à être beau-frère de quelqu'un aussi. Justement, est-ce que l'alliance AC-UN, est-ce que vous avez de réelles chances dans cette circonscription? Quand vous avez évoqué tout à l'heure le beau-frère, le fils, je sais que vous voulez parler de la liste des FCBE. Il y a les FCBE, il y a également la RB. Vous vous retrouvez au milieu. Est-ce que vous avez des chances de passer? Je voudrais que nous soyons un peu rationnels. Parce que je sais que nous n'avons pas un simple bétail électoral, que les populations, les citoyens ne sont pas constitués en bétail électoral. Que vous nous dites
qu'aux dernières élections, les FCBE ont eu 2, et que l'Union fait la nation dans sa composante d'alors a eu 3, donc la RB, et que tout s'est passé jusqu'ici, avec les plaintes, avec les complaintes, avec les disparitions, avec les malversations, avec tout ça, et que les Cotonoises et les Cotonois sont manifestés le 11 décembre, voyez-vous, le 29 octobre 2014, avec autant de force, avec autant de spontanéité, et que maintenant, les FCBE maintiennent 2. Voilà. Si c'est cela, c'est que nous sommes fous, que nous sommes gagnés par une folie. Je veux croire que nous ne sommes pas gagnés par une folie, et que le citoyen, il faut le tenir comme responsable. Et tout ce que nous faisons en allant sur le terrain, c'est de faire mesurer la responsabilité du citoyen. À moins que lui-même il est totalement incohérent, à moins que lui-même il est totalement hypocrite, qu'il manifeste le 11 décembre et qu'il vote pour la liste contre laquelle il a manifesté le 11 décembre, je comprendrai. Et donc, de ce point de vue, je ne sais pas les résultats, je ne connais pas les résultats. Mais il ne me semble pas possible. Et en tant que citoyen, je suis encore un observateur. J'observerai les suffrages que les FCBE auront dans cette ville de Cotonou, qui est la ville, la porte océane, qui donne les orientations aux autres départements, aux autres régions de notre pays, aux autres circonscriptions. Si Cotonou fait cela, en vertu de quoi l'on va reprocher aux autres régions d'envoyer dans un wagon les FCBE au Parlement. Alors, nous allons tous tirer les conséquences. Justement, quelles sont les stratégies de cette alliance ACUN, vu que vous avez en face de vous des gens quand même qui sont déterminés et qui projettent déjà d'avoir 50 députés au Parlement? L'alliance, en tout cas dans la 16e circonscription, c'est Alternative Citoyenne, l'Union fait la nation et bien entendu restaurer l'espoir. Et si vous me posez la question, je répondrai partiellement en ce qui concerne la 16e circonscription. Oui, mais c'est d'être sur le terrain. C'est d'être sur le terrain, c'est de convaincre dans chaque foyer, dans chaque quartier, dans chaque compartiment de cette 16e circonscription. Et c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Regardez, je vais vous dire mon emploi du temps. Toute la matinée à l'université, une petite partie de l'après-midi au cabinet, et puis toute la soirée sur le terrain. Sur le terrain à convaincre, sur le terrain à dire ce qu'il faut dire, sur le terrain à veiller, sur le terrain à réveiller. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté quand vous allez sur le terrain, Maître Diogbenou? La responsabilité que nous avons, c'est de dire. Le citoyen, je ne le considère pas comme un animal. Mais c'est aussi d'être écouté. Et bien sûr, je veux espérer qu'il écoute. Mais le plus important, c'est de dire. C'est de dire que, évidemment, le moment est venu d'inaugurer les robinets. Que le moment est venu de distribuer les sacs de riz. Le moment est venu d'offrir, désormais Commet sera un petit pari. Le moment est venu de dire tout ça. Mais nous avons effectué 9 ans. On peut rêver pour son pays, non? Bien sûr, à la fin, on peut rêver. L'essentiel, c'était de rêver dès le début et d'accomplir ses rêves. Et donc, de dire tout ça et d'expliquer, c'est nous notre responsabilité. Moi, quand je suis rentré en politique, je n'ai pas cessé d'être un militant. Ce que nous faisons, la démarche que nous avons, c'est la démarche du militant. Il faut convaincre le citoyen. Il faut l'amener à faire un choix pertinent. Vous dites que vous êtes sur le terrain. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous comptez sur votre discours pour pouvoir aller à l'Assemblée. Et est-ce que ça ne traduit pas justement ce que beaucoup disent aujourd'hui, même dans votre propre camp, ils se disent souvent que vous n'êtes pas proche des électeurs? Ah mais allez rencontrer les électeurs, si ce n'est pas proche d'eux, je ne sais pas ce... Vous voyez, peut-être il y a des éléments de langage que je ne connais pas. Peut-être que être proche des électeurs, c'est de remplir la poche et le boubou de billets de banque et de ramasser les ordonnances et de les payer. C'est à bêtise l'électeur. Au fond, vous et moi, si nous rentrons en politique pour faire ça, pourquoi nous serions rentrés en politique? Si c'est pour cela, ça n'a aucune importance de rentrer en politique. Et si le pays vaut quelque chose, que chaque citoyen le dise, dit que le pays c'est 6 milliards et que nous allons distribuer 6 milliards par les 5 millions que le COSLEPI a déclaré que nous serons aux élections. Chacun va prendre sa part, mais les 6 milliards, les 10 milliards, c'est sur le marché financier. C'est quelqu'un qui a... il n'y a pas un puits, il n'y a pas une fontaine d'argent que l'on... Et si une personne distribue autant, mais il va payer. Il va payer par quoi? Lorsqu'il aura nommé le directeur de la douane,
lorsqu'il aura nommé le directeur du port, lorsqu'il soi-même, on se serait institué directeur du port pour mieux rémunérer, pour mieux restituer. Et ça, ce sont nos enfants qui seront exclus des fonctions, de la fonction publique. Et ça, moi, je ne le veux pas. Et c'est la meilleure manière pour le dire, c'est rentrer en politique, c'est aller vers les populations. Et je leur dis en langue. Je fais la fabuleuse expérience maintenant de parler fond. Et de m'efforcer vraiment. Je contrôle combien de mots français. Et je mesure, j'évalue mon évolution si le lendemain, j'emploie moins de mots en français. C'est une formidable expérience. Et ça, il faut le faire. Puisque nous sommes sur le terrain, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en face des populations, d'être confronté à cette équation-là où, quand vous finissez, la population vous dise qu'est-ce que vous nous avez apporté? Sans doute que certains y pensent. Mais cela ne s'exprime pas en revendication. Cela s'exprime en interrogation. Et quand il y a une interrogation, il faut apporter d'autres réponses. Et nous apportons les réponses. Je veux vous le dire très clairement. Lorsque vous allez à la maison du peuple d'Agla et que vous faites venir nos jeunes de Bégamé, vous faites venir nos jeunes de Segbeya, ils viennent, il est possible que les frais de carburant leur soient restitués. Parce que vous auriez pu mettre à leur disposition les moyens de déplacement. Ça, nous le faisons. Mais quant à dire que nous allons sortir de l'argent, remplir nos concitoyens leur poche d'argent, nous le refusons. Nous ne sommes pas en train d'acheter la conscience de nos compatriotes. Il faut les convaincre. Pour le moment, cela se passe plus ou moins bien. Et je pense que cela se passe beaucoup plus correctement que négativement. Mais il fallait le faire. Alors, Joseph Diogbenou, le temps file alors que nous avons encore beaucoup de sujets à aborder. Donc, très rapidement, pour finir sur cette question-là, sur tout ce que vous faites aujourd'hui avec vos amis de l'Union fait la Nation et également avec Restaurer l'espoir de candidat Zanaï. Quand vous allez au contact des populations, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous proposez? Non, le sujet a été proposé par les forces Corée pour un bilan émergent. Lequel? Réviser la Constitution. Et nous allons sur le terrain, nous ne voulons pas la révision de la Constitution. Les législatives sont un référendum contre la révision de la Constitution. Vous en faites un thème de campagne? Parce que c'est nécessaire. On ne va pas marcher autant. On ne va pas marcher autant. Et entendre, heureusement, le parti au pouvoir, fort heureusement pour nous, a clairement indiqué qu'il veut réviser la Constitution. Il pouvait ne pas le dire. Et avec quelques élans du cœur, les citoyens, nos compatriotes auraient pu envoyer les représentants proposés par ce parti à l'Assemblée nationale. Mais ils nous ont donné, je veux dire, ils nous ont offert la possibilité de le savoir. Mais le sachant, il faut prendre position. Nous prenons position contre la révision de la Constitution. Ils en ont fait un sujet de débat, un sujet de campagne. Nous nous positionnons contre la révision de la Constitution. C'est la première chose. Deuxième chose, oui, il faut aller au Parlement. Il faut aller au Parlement parce que d'avril 2015 à avril 2016, quand même plus de la dizaine de mois, à voir une Assemblée nationale prendre peut-être des lois qui vont compliquer la situation électorale en 2016. Il faut contribuer à la qualité des lois qui nous permettraient d'organiser les élections présidentielles en 2016 et rêver comme le Nigeria, et rêver comme le Burkina Faso, et rêver comme le Sénégal, et entrer dans ce groupe d'États qui donnent le bon exemple. Et troisièmement, oui, il y a des lois. Il y a des lois sur lesquelles il faut se prononcer. Le code pénal, par exemple. La loi sur le barreau, je suis avocat, je suis censé quelque chose. Mais même le régime foncier, la loi sur le foncier, parce que si on ne traite pas la question de la propriété, la question foncière, on ne traitera pas suffisamment la question de développement économique. Donc il faut apporter sa contribution à ce qui est fait et à ce qui sera fait. Et nous irons au Parlement pour le faire. Mais Diogbenou, à vous entendre, on sent bien que l'adversaire ou l'ennemi est libre à eux de dire ce qu'ils pensent. L'adversaire ou l'ennemi vous a offert le marteau pour l'assommer. En l'absence de ce marteau, qu'auriez-vous fait? Non. Mais ça dit que vous n'avez pas un thème de campagne à part nous n'allons pas nous mettre dans une situation d'imagination de ce qui aurait pu être.
Mais c'est le gouvernement qui donne le sujet de campagne. Il a donné, il a offert le sujet de campagne. Il dit qu'il va réviser. C'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Si moi, j'ai pu faire le parcours qui est le mien, c'est parce qu'aucune crise politique n'a envoyé mes parents à l'étranger. Et donc, il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Si on révise la Constitution, permettez-moi d'insister là-dessus. Le seul fait d'annoncer la révision, la possibilité de la révision de la Constitution, peut-être que l'eau minérale que vous avez sur votre table, c'est une eau minérale importée. Pour venir jusqu'à nos ports, passant par les navires, il faut l'assurer. Il y a le risque politique dessus. Le coût du risque politique dépend de la déclaration des acteurs politiques, surtout des gouvernants. Si l'on sait à l'étranger, avec les motos que vous achetez, avec les tenues que vous achetez, que le gouvernement au pouvoir dit il peut réviser la Constitution, celui qui va importer au Bénin va le faire, sans doute. Mais la prime d'assurance sera plus élevée. Et quand la prime d'assurance est plus élevée, c'est vous qui achetez plus cher. Donc il faut se battre formellement contre ça. Et se battre contre cela, c'est rassurer les opérateurs économiques qu'il n'y aura pas révision de la Constitution. C'est ne pas les inquiéter, c'est faire en sorte que, tout au moins sur le plan de l'assurance, que nous ayons les faveurs nécessaires pour que le coût de vie ne soit pas davantage élevé. C'est l'une des raisons. Joseph Djobénou, la question a déjà été posée 1001 fois. Je vais vous la reposer encore ce matin. Pourtant, il a été dit clairement, le chef de l'État l'a dit clairement, il ne compte pas briguer un troisième mandat, il ne compte pas revenir. C'est ce que tout le monde pensait quand on a annoncé la révision de la Constitution. Cet équivoque levé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore frileux? Non, cet équivoque n'est pas levé, mon cher ami. Elle n'est pas du tout levé. Ah bon? Vous avez, dans combien de pays, vous êtes journaliste, vous avez vu un chef d'État en fin de mandat inaugurer les robinets, en campagne tout le temps, regardez, il quitte son domicile, il quitte son domicile, il va au palais, il va à l'aéroport prendre un hélicoptère pour aller au Carrefour Sobrebra, pour aller à Porto Novo, il va partout. Alors, il est le chef de l'État. Vous-même, vous êtes allé dans le Septentrion, installé vos cellules. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais il est le chef de l'État. Il peut circuler. Le c'est vrai que ce n'est pas la même chose est important. Le c'est vrai que ce n'est pas la même chose est important. D'une part. D'autre part, quand il a fini, quand il fait ça, et que ses partisans disent qu'ils vont réviser, qu'ils veulent réviser la Constitution, de troisième part, quand il dit à Banikouara, dans la partie septentrionale de notre pays, qu'il y a des personnes qui rejoignent les fonds pour lui arracher le pouvoir, pensez-vous que ce sont les propos, ce sont des comportements d'un responsable qui veut quitter le pouvoir? Je pense que la meilleure assurance, ce n'est pas le chef de l'État qui va la donner. La meilleure assurance, c'est nous qui allons la conquérir. Et conquérir cette assurance, c'est d'aller voter. Nous allons voter et nous allons exprimer notre opinion et notre position dans les urnes. Je pense que cela rassure tout le monde. Et d'ailleurs, il faut le rassurer. Il est possible qu'il ait, je veux dire, l'intention de partir, mais j'ai l'impression qu'il attend d'être rassuré. Et attendre de se rassurer et d'être rassuré, c'est qu'il attend que les citoyens votent massivement contre les personnes qu'il a proposées. Il saura qu'il n'y a plus rien possible. Et donc, nous devons le rassurer, si même il a une intention de partir, encore que je ne crois pas, et ça c'est à titre personnel, que M. Boni Yayi ait l'intention de quitter le pouvoir. Vous ne supportez pas le déplacement du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous gêne tant? Pourtant, s'il va lancer une route, mettons à Lokossa, s'il va lancer un autre projet, mettons à Tofo, c'est pour quand même le développement du pays. Oui, depuis 2006. Vous n'avez jamais pris la route Lokossa, je dis Dobo seulement. Vous aurez au bord de cette voie plus de 15 magasins de vente de cercueils. Vous avez pris la route Porto Novo-Misrete une fois. Vous aurez dimanche, je quitte Pobet, je commence par compter les cercueils à Misrete, 22 cercueils avant d'arriver à Cotonou. Vous avez la route Calavi, oui. Renvi. Oui. Vous n'avez que des magasins de vente de cercueils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'état de nos routes. C'est l'état de nos routes qui donne des cadavres. Et les cadavres, oui, ça fait le commerce de ceux qui vendent les cercueils. Et vous regardez cela, et vous regardez un chef d'État qui est en hélicoptère tout le temps. Et vous dites que oui, c'est pour le développement. Le développement, c'est dans les airs, le développement, c'est sur terre. Et donc, en un an, je pense qu'il devrait aspirer à un repos mérité, s'étant déplacé avec autant d'intensité depuis 2006. Mais ce n'est pas encore le cas, mais il faut le rassurer par les yeux.
Mais du coup, nous allons glisser alors vers un bilan des 4 ans de la refondation, puisque nous sommes à la veille je crois, de 1 an, à 1 an de la fin du mandat de Boni Yayi. Quel bilan faites-vous de la gouvernance au plan politique de Boni Yayi? La gouvernance au plan politique. Vous savez, les développements récents, ne serait-ce que le dépôt de la liste FCBE, vous donne une lecture du bilan au plan politique. Vous reprochez quoi au dépôt avec, de la liste? Avec des partisans qui démissionnent, avec des partisans que l'on considère comme... Il y a la démission dans tous les partis. Mais quand même, sur sa liste que lui-même y compose. Et donc, avec les partisans qui sont pestiférés. Si vous êtes ministre originaire du Nord, vous ne pouvez pas vous mettre sur une liste du Sud. Avec la cohésion nationale qui est remise en cause. Moi, je pense que l'une des solutions à la protection de notre unité nationale, c'est d'incriminer les atteintes à la cohésion nationale. Lorsque un acteur public tient des propos aussi graves, il doit y avoir dans le code pénal des dispositions qui permettent aux juges de sanctionner cela. Nous sommes sans doute Dahomey, nous sommes Bariba, nous sommes Mina, mais nous serons béninois. Si nous ne sommes pas béninois, nous disparaissons. Aucun peuple ne survivra en se repliant sur lui-même. Aucune ethnie ne survivra en se repliant sur lui-même. Et on injurie ceux que l'on a comme enfants, qui sont enfants des gens du Sud et du Nord, qui sont des métis culturels, que l'on a dans sa chambre, sous son toit. Alors, de ce point de vue, c'est une gouvernance condamnable. C'est une gouvernance condamnable. Condamnable par les positions qu'il prend, condamnable par les déclarations, condamnable par les actes. Je pense que on prendrait des heures, mais on va s'efforcer. On va s'efforcer de retrouver quelques bienfaits à notre pays par cette gouvernance. Ce serait très difficile, mais on pourrait le faire. Mais il faut se lever très tôt. Alors, heureusement, nous sommes à la fin, il faut se convaincre que nous sommes à la fin. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une meilleure gouvernance. L'homme qui évolue en revenant sur ses pas, eh bien, n'a pas la dignité d'humain. Il nous faut résolument, lorsque nous aurons changé de personnel au pouvoir, de politique au pouvoir, il faut que nous avancions en qualité. Moi, c'est ce à quoi je m'attache. Juger Boni Yayi n'est plus intéressant, n'est plus important. Savoir qu'il est à la fin de sa gouvernance, de son mandat, et résolument faire en sorte que d'avoir les hommes et les femmes en capacité de constituer, de composer une autre politique et de gérer le pays avec responsabilité, avec loyauté, dans l'unité nationale, eh bien, c'est le travail qui nous attend. Alors, Joseph Diogbenou, vous comptez aller au Parlement, vous dites que vous serez député de la 7e législature, mais la 6e législature vient justement de prendre fin. Vous avez suivi un peu tout ce qui s'est passé depuis la fin, la semaine de cette semaine, bien entendu. Quelle lecture faites-vous du bilan présenté par le président Nago, justement, de cette législature? Juste dire que je suis candidat aux élections législatives. J'attends que les populations de Cotonou m'en donnent l'autorisation, la possibilité. Je ne prétends pas de moi-même aller à l'Assemblée nationale. Si les populations de Cotonou préfèrent d'autres personnes, ce ne sera pas un crime non plus. Mais je serai heureux et honoré de porter la voix du Bénin à travers les populations du Cotonou. Sur l'Assemblée nationale, mais il y a des choses sérieuses qui ont été faites. Pour ce que je peux énoncer de mémoire, par ailleurs, le Code de procédure pénale. C'est un instrument qui nous protège tous et qui évite les considérations avilissantes de l'être humain. Déjà depuis 2007, rappelez-vous cette fameuse procédure pour vol de carte d'électeur contre les militants de la RB. Vous voyez? Et puis nous avons poursuivi à Dovelandé, etc. Le Code de procédure pénale protège le citoyen honnête. Et l'Assemblée nationale nous donne la possibilité d'avoir un instrument nouveau, un instrument moderne. Sauf que, bien entendu, l'accompagnement administratif n'est pas encore assuré. Sauf que certaines dispositions n'ont pas encore été prises, mais il faut encourager les pouvoirs publics à tirer toutes les
conséquences du nouveau code de procédure pénale. Le nouveau code de procédure civile, qui nous donne aussi, dans l'accès à nos tribunaux en matière civile, d'avoir un instrument qui nous rapproche beaucoup plus des États modernes. Mais c'est un instrument qui a des coûts induits que, effectivement, l'État doit aménager. Peut-être bien créer une aide d'assistance, un système d'assistance juridique, un système d'aide juridictionnelle pour, je veux dire, moduler ou trouver des solutions aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des avocats, parce que, à bien des égards, les avocats maintenant deviennent obligatoires. Et troisième, le foncier. Le foncier. Et donc, oui, on a apporté une solution. On a apporté des réponses. Ces réponses sont-elles parfaites? Je ne crois pas. Au niveau de notre centre de recherche, nous avons produit un rapport là-dessus. Il y a des situations de faiblesse, il y a des situations de vulnérabilité. Nous avons affirmé dans notre Constitution que la propriété est un droit. Le droit de propriété, qui doit être protégé. C'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnalisé. Il faut en tirer les conséquences. Qui n'a pas la propriété ne peut pas espérer que sa région soit développée. Si on ne peut pas acheter un immeuble à Calavi, un immeuble à Paubert ou à Sakété, et savoir que l'immeuble est sien, ces régions ne seront pas développées. Et sur beaucoup d'autres aspects aussi. Je sais le nombre de lois, d'autorisations de ratification, près de 800 milliards, ont-ils dit. Mais ce sont des choses considérables. Mais la contribution aussi au système démocratique peut être nuancée. Il a fallu quelques personnalités à l'Assemblée nationale pour nous permettre de résister, pour constituer l'écho des associations, des militants, des citoyens à l'Assemblée nationale. Cette législature a-t-elle réellement usé de ses prérogatives? Quand on prend par exemple le contrôle de l'action gouvernementale. On peut reprocher, on peut regretter que cela n'ait pas été fait avec audace. Vous voyez, les différents scandales que nous observons, peut-être auraient pu être évités. Et c'est pour cela que lorsque l'on constitue une majorité au profit du gouvernement, il faut avoir la prétention d'être une majorité responsable, d'être une majorité critique. Pas une majorité de critiques, mais une majorité critique. Sans doute, la majorité qui a agi pour Boni Yayi au profit de ce gouvernement n'a pas été assez critique, n'a pas anticipé sur un certain nombre de choses, mais c'est la nature de ce régime-là. C'est un problème plus large. C'est la question de la dévolution du pouvoir. Si la question de la dévolution du pouvoir n'est pas bien traitée, si l'élu à la présidence de la République n'a pas conscience de l'ampleur de sa responsabilité, sa tendance, c'est de mettre sous lui les autres institutions, notamment l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Et donc c'est ce que nous avons risqué depuis 2006. Nous voulons espérer, et nous espérons que cette manière d'organiser les relations institutionnelles, n'est-ce pas, va changer à partir déjà du 26 avril 2015 et sérieusement à partir d'avril 2016. Alors, quelle lecture faites-vous du discours que tient actuellement le président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofinago, comparé au discours qu'il avait tenu durant la 5e législature, par exemple? Il a essayé de démontrer... Je rappelle le passage que vous avez votre challenger à la présidentielle 2016. Il a démontré en ces lieux et places, il a essayé d'expliquer qu'il est dans la cohérence. On peut lui en donner acte, il est dans la cohérence. Mais ce qu'on peut dire au premier degré, c'est de lui souhaiter bienvenue dans la maison de la résistance, dans la maison de la lucidité, et d'encourager les efforts de celles et ceux qui pensaient être seuls dans cette construction de la résistance. Vous pensiez être seul, vous? Je dis de celles et ceux. Vous voyez, regardez, au pluriel, celles et ceux. Oui, bien sûr. Et donc, qui pensaient être seuls, qui pensaient que ce qu'ils dénonçaient, les actes qu'ils dénonçaient, les propositions qu'ils se faisaient n'avaient pas d'écho de l'autorité, la deuxième, la plus forte, la plus élevée de notre pays. Maintenant qu'il a conscience de l'enjeu, la gravité des comportements qu'il observait, nous ne pouvons qu'applaudir. Un repenti tardif? Je ne dirais pas que ça soit tardif, mais si c'est un repenti, c'est heureux. Mais
s'il est dans la cohérence, c'est aussi heureux. Puisqu'il l'a dit, qu'il est dans la cohérence, moi j'applaudis, j'observe cette cohérence-là. Ce que j'aurais souhaité, c'est cette cohérence soit manifestée plus tôt. Plus tôt. Et peut-être que cela nous aurait permis d'éviter certaines dérives aussi. Imaginez si déjà en 2009, si déjà, même en 2012, nous avons des personnalités aussi fortes, aussi en capacité de résister, peut-être, je vous le dis de vous à moi, peut-être que nous-mêmes ne serions pas entrés en politique. Peut-être bien que nous ne serions pas entrés en politique. Et donc, bien sûr, c'est une chose heureuse que de révéler et de s'opposer aux dérives que l'on a observées. Mais nous aurions souhaité que cela le fût très tôt. Voilà. Alors, Maître Joseph Diogouin, nous allons rapidement progresser. Oui, justement, qu'il nous dise un peu quel est selon lui doit être le prochain Parlement. Non, le prochain Parlement doit être un Parlement d'hommes et de femmes responsables. Les autres parlements ont été constitués d'hommes et de femmes responsables. Mais nous rêvons tous de la première formation de notre Assemblée nationale. La première formation de notre Assemblée qui a posé les bases, la fondation de la démocratie. Nous ne voulons plus des députés, c'est le président Adrien Ngouédi qui utilise cette expression godillot. Des députés qui ne font que suivre, des députés qui ne font qu'attendre les instructions. Un député n'est pas un fonctionnaire, il n'attend pas d'instructions. Il propose, il élabore, il recommande et il décide. Nous allons contribuer à tout cela. C'est la chance que le Bénin peut avoir. Notre chance, c'est le choix que nous allons faire des hommes et des femmes en capacité de contenir. Vous savez, à la fin, pendant la guerre froide, il y a une doctrine américaine, le containment, l'endiguement. Nous devons endiguer. Notre capacité d'endiguer dépend de la qualité des hommes et des femmes que nous allons envoyer à l'Assemblée nationale. Des hommes et des femmes responsables, dites-vous, vous avez paraphrasé également Adrien Ngouédi, vous ne voulez plus avoir au Parlement des députés godillots. Plus haut, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de modèles qu'on pourrait envoyer à l'Assemblée nationale. Alors, au regard des listes en compétition, et également quand vous regardez un peu les différents candidats positionnés qui pourraient visiblement se retrouver à l'Assemblée, quelle qualité d'homme est-ce qu'on aura à l'Assemblée nationale selon vous? Non, je pense que, j'espère que la qualité en termes de personnel, en termes de députés, serait meilleure par rapport à l'Assemblée nationale précédente. Je vois les hommes et les femmes en compétition. Je ne vais pas citer, sinon vous allez me dire que je fais campagne pour certains. Je vois des avocats maintenant, je vois d'anciens magistrats maintenant en compétition. J'ai l'impression qu'il y a un vent qui tourne et qui fait que l'élite est en train de prendre conscience de sa responsabilité. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, oui, nous aurions dû faire ça, faites-le, nous vous accompagnons. Et c'est cela, ce pays a payé les écoles primaires, les écoles de base. Ce pays a payé les collèges, ce pays a payé les universités, les maîtres que nous avons tous faits. Le pays a besoin que nous apportions des solutions aux problèmes qu'il a. Et nous n'allons pas nous réfugier derrière cette carapace d'intellectualisme et dire que nous ne mettons pas nos mains dans la boue. Non. Mais vous semblez minimiser là le poids de l'argent, le poids des sacs de riz, poids des sacs de maïs. Il faut combattre. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de sac de riz. Mais je veux loger, je veux semer dans le cœur de chacun ce trouble de conscience. Quand vous prenez l'argent, quand vous prenez le sac de riz, c'est le pays que vous vendez. Les trous qui font que nous avons des cercueils un peu partout, c'est l'argent que nous avons reçu. Maintenant, nous semons, nous donnons, en recevant les sacs de maïs, nous donnons la possibilité de construire d'autres routes de mauvaise qualité. Et c'est nous regarder la tête, le crâne qui tombe sur l'asphalte. Nous sommes complices de cela. Moins nous prenons de l'argent, et au mieux, nous refusons de l'argent, les routes seront des routes de meilleure qualité. Nous aurons des solutions à nos problèmes de santé. Mais ça, il faut penser à cela. Il ne faut pas penser à la fin d'aujourd'hui. Il faut penser à la qualité de vie demain. Je sais qu'il faut vivre aujourd'hui pour espérer demain. Mais cela appelle de chacun de nous de pouvoir résister.
Joseph Djogo, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons donc rapidement progresser sur les dernières questions qui sont encore ici. Le 6 avril, nous irons aux élections. Heureusement, nous avons eu à temps la liste électorale permanente informatisée, la LEPI. Beaucoup disaient en son temps qu'elle n'existait pas. Elle est là aujourd'hui. Tout le monde était d'accord. Tout le monde a apprécié le travail qui a été fait par le COSEPI, par l'équipe de Saka Lafia. Est-ce que vous vous êtes posé une seule fois des questions sur la fiabilité de la liste? Non, très tôt, nous avons considéré qu'il faut partir de l'existant. Il faut améliorer. Il ne fallait pas désarçonner le COSEPI. Il faut les encourager. Ce qui était possible de faire pour les encourager, nous l'avons fait. Ils ont produit une liste électorale transmise à la Commission électorale nationale autonome. Il appartient à la Commission électorale nationale autonome de travailler sur la base de cette liste-là. Mais la liste produite, transmise, n'est pas une fin. Elle est susceptible d'amélioration. Et le moment venu, les acteurs politiques, avec les citoyens, décideront du mécanisme et des outils pour améliorer cette liste. Regardez ce que le Nigeria a fait. Un vote électronique. Un vote électronique. Plus de 50 millions de personnes. Sur toute l'étendue du territoire. Un Nigeria où on dit qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a moins d'énergie électrique que nous. Alors, si c'est possible, au Nigeria, on ne dira pas qu'au Bénin, ça ne soit pas possible. Mais sans doute, à une échelle réduite, justement. Absolument, sans doute, aux législatives, nous irons avec la mise en œuvre de la loi sur le code électoral, qui ne prévoit pas encore le vote électronique. Mais avec les éléments que nous avons, il faut renforcer la Sénat maintenant. Il faut le faire, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes allés rendre visite à la Sénat. Nous impreiller. Vous l'avez dit vendredi dernier. Nous impreiller des difficultés de la Sénat. Et nous avons été rassurés que les efforts sont fournis. Et nous sommes disposés à accompagner la Commission électorale nationale autonome de nos critiques comme de nos ovations. Puisque vous en parlez, vous dites vous étiez à la Sénat avec une délégation de l'Union fait la Nation, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Quels ont été vos constats? Nous avons rencontré tous les commissaires. À leur tête, le président de la Sénat. Et nous avons posé les questions soulevées sur votre antenne. Et puis les questions soulevées par l'UNAMAB. Et sur ces questions, nous avons reçu les réponses adéquates. Ce que nous retenons de la première question, celle relative à l'identification et à l'authentification, eh bien, la réponse est apportée. Hein. Tous les commissaires travaillent maintenant ensemble. Et il y a plus de divergence, en fait, d'opinion. Ce qui était observé, une divergence d'interprétation. Ayant passé les deux interprétations au vote, bon, la partie qui a perdu a considéré qu'elle pouvait défendre ailleurs son opinion. Mais il semble que les deux parties ont résolu la question. On a ventilé dans l'opinion que la Sénat était un peu lente, qu'elle affichait une certaine nonchalance, qu'il y avait des marchés qui n'étaient pas encore passés jusqu'aujourd'hui, que le point du matériel l'eau n'a pas encore été fait, qu'il n'y avait pas vraiment un empressement remarqué au niveau de la Sénat. C'est ce que vous avez remarqué là-bas? Il y a des questions, il y a des problèmes réels. Certains problèmes sont générés par la lenteur des décisions. Bon, nous pensons que les décisions les plus importantes ont été prises. Vendredi dernier, le bulletin unique a été exposé aux différents partis politiques pour leurs observations. Ce bulletin sera sans doute imprimé. Les différents cachets seront sans doute commandés maintenant. Il y a certains marchés qui n'avaient pas pu être lancés compte tenu de l'absence d'unité au sein de la Sénat. Mais je voudrais appeler nos concitoyens à encourager la Sénat. Quel que soit le bord politique d'où les membres de la Sénat viennent, nous devons les encourager, nous devons les entourer, je dis bien, de nos critiques, mais aussi de nos ovations. Ils font l'expérience des premières élections. Ils vont conduire la maison Sénat pendant au moins 7 ans. Alors, de ce point de vue, il y a d'autres élections. Certainement, acquérant l'expérience, des choses seront améliorées. Et nous attendons d'eux des rapports
pour permettre à l'Assemblée nationale de corriger la loi qu'elle-même a prise. Et donc moi je suis dans la dimension, dans la posture d'encourager, d'accompagner la Sénat. Il nous appartient, lorsque la loi décide que les partis politiques peuvent avoir des représentants, de désigner les représentants. Lorsque la loi dit que dans les centres de vote, on va afficher les résultats, de prendre les résultats nous-mêmes. C'est déjà la transparence que nous construisons. Donc respectons nos obligations, engageons-nous à être présents, mais dans la qualité, évidemment, dans une période politique, notamment d'effervescence politique, la suspicion paraît être la règle. Mais cette suspicion peut être heureuse aussi. Donc nous allons faire en sorte qu'un peu de loyauté revienne dans la maison et que les organes en charge des élections puissent avoir notre soutien et notre accompagnement. Maître Diogonou, le code électoral fait de la Sénat et du COSLEPI les deux institutions qui organisent les élections. Comment est-ce que, de votre position de juriste, d'avocat, vous appréciez une telle disposition du code électoral? Aujourd'hui, nous avons hâte. J'ai hâte de retrouver les militants. J'ai hâte de retrouver les citoyens, de les convaincre qu'ils doivent voter. N'allons pas nous mettre dans une posture d'interprétation de la loi à la faculté. Je vous l'annonce. Le centre de droit constitutionnel, le CREDIGE que je dirige, le centre de droit constitutionnel de Joël Aïvo, nous allons organiser les journées d'études sur le code électoral. En ce moment-là, nos observations de chercheurs, nous allons vous les partager. Justement, maintenant, je pose la question parce que le président de la Sénat, du COSLEPI, a fait une sortie récemment où il dit que pour imprimer les cartes d'électeurs, il lui faut une rallonge de 2 milliards de francs CFA. Si c'est nécessaire, il faut le faire. Nous sommes dans une période où il faut apporter des réponses concrètes. Il ne faut rien faire qui retarde l'échéance. Il ne faut rien faire qui nous conduise au blocage. Si on a pu donner au COSLEPI plus de la dizaine de milliards, il faut trouver les 2 milliards pour que nous puissions conclure cette période-là. Après, nous allons tirer les leçons. Si les fonds ont été bien utilisés, nous le saurons. S'ils ont été mal utilisés, nous le saurons. Mais maintenant, je me garde de toute critique excessive qui empêcherait l'organisation des élections et l'organisation des élections de qualité. Si c'était des 2 milliards pour agir dans un sens contre le processus électoral, vous me verrez contre le COSLEPI. Je n'ai pas les moyens d'apprécier l'opportunité de ces dépenses. Si les responsables en charge de ces dépenses trouvent qu'elles sont opportunes, il faut le faire. Vous dites que vous avez hâte de retrouver vos militants et de leur dire d'aller voter. Et les autres partis politiques également, les autres leaders également sont sur le terrain. Et justement, on assiste à une violation permanente du code électoral. Vous étiez à la Sénat. Est-ce que vous avez interpellé les membres de la Sénat sur cette question-là? Ou bien, puisque vous-même vous êtes acteur politique, je suppose que peut-être vous violez également le code électoral, vous n'avez rien fait. Non, je pense que ce n'est pas la Sénat. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est la Cour suprême. Je pense que si l'autorité nationale de lutte contre la corruption a un statut à construire, le moment est venu de construire ce statut, de construire cette personnalité. J'observe ce qui se passe, je vois ce qui se passe, et je ne vois aucune institution qui alerte, qui prévient, aucune institution qui fasse des observations, aucune institution qui invite les acteurs politiques à la retenue. Je vois ce qui se passe à Kadiaou, je vois ce qui se passe à Ouigamé. Qu'est-ce qui se passe à Kadiaou ? Je vois les contributions subites, suspectes que l'on apporte aux familles. À chaque famille de Cotonou. J'ai été clair, j'ai parlé de distribution des sacs de riz, distribution de l'argent. Et on dit que si vous élisez, après vous en aurez davantage. Mais nous sommes tous dans cette ville de Cotonou. Nous sommes tous dans ce pays. Je vois ce qui se fait. Le chef de l'État, tout ce qu'il fait, c'est au fin de la campagne électorale. Il viole le code électoral. Il viole le code électoral. Le mépris pour les autres partis. Il n'est pas candidat. Du mépris. Vous voyez,
ne ressassons pas les mêmes choses. En 2008, je me souviens bien, il a fait la même chose. Il a procédé ainsi. Rappelez-vous, quand dans les collines, on a dit que on a mis des bâtons sur son chemin et que c'est un attentat. Rappelez-vous, il était déjà en campagne. Il était déjà en campagne. Nous avions dénoncé cela depuis. Donc ça n'a pas changé. Hein? Il n'y a plus de chef de service à la SBE pour inaugurer les robinets. Et donc c'est le chef de l'État, avec la télévision nationale, avec les fonctionnaires que nous payons de nos poches le mois d'avril. Tous les acteurs économiques vont déposer leur bilan, vont payer les impôts. Et lui, il prend ça. Et puis, surtout dans cette ville de Cotonou. Alors ça, il n'y a pas de président de la Cour constitutionnelle pour avertir. Il n'y a pas de président de la Cour suprême. Il n'y a pas d'autorité nationale de lutte contre la corruption. Ils pourront dire qu'ils n'ont pas été saisis. Je pense. Oui. Beaucoup d'acteurs. Comprenez, si j'en parle, c'est que j'ai mené des actions. Voilà. Beaucoup d'acteurs doivent affirmer, justifier leur autorité. Beaucoup d'acteurs. Voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si les acteurs politiques avaient joué leur rôle, si les acteurs institutionnels, sur seule la conjonction de coordination, avec toutes les dérives consécutives, s'ils avaient été responsables, on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé, mais ne serait-ce qu'en grande partie. Aujourd'hui, un chef d'État fait campagne et il n'y a personne. Et on me dit que nous sommes en République. Mais cela doit être dénoncé. Cela doit être dénoncé de la manière la plus forte possible. Et nous le faisons. Et comptez sur moi sur le terrain. Comptez sur moi sur le terrain pour le dénoncer. Nous allons user. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Nous avons le pouvoir des requêtes. Nous allons faire les requêtes. Nous en faisons. Vous savez que nous avons saisi la cour de la CEDEAO. Voilà. Nous en faisons. À quel effet ? Nous en faisons. Lorsque l'on a dit que la Cour constitutionnelle a considéré qu'il ne pouvait pas, à l'époque, de demander au chef de l'État de convoquer le corps électoral, et que la lépide était la seule solution, nous avons saisi la Cour de la CEDEAO. Nous le faisons, mais nous n'avons pas le pouvoir de décider. Nous n'avons pas le pouvoir de faire mouvoir les institutions. Il faut que les institutions se meuvent. Il faut que les institutions se meuvent. Si nous sommes, vous avez dit, je suis un acteur politique. Si ce que nous faisons n'est pas juste, n'est pas bon, et que l'on a observé, rien qu'un communiqué, rien qu'une déclaration, rien que nous donnant l'impression tout au moins que l'on a ces observateurs sur le terrain, retiendrait beaucoup de personnes. Mais nous autres, nous avons une équipe d'huissiers, nous avons une équipe de juristes sur le terrain pour le moment opportun, sur la base des éléments que nous recensons maintenant, faire la discussion à l'endroit où il faut faire cette discussion. Maître Djogouinou, la pratique sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'on voit des partis politiques qui font des meetings pour présenter leurs candidats. Est-ce que cette pratique va à l'encontre? Nous ne sommes pas dans la période de la campagne électorale. Ce sont des violations de la à votre niveau aussi. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Mais cela dit, les partis politiques animent aussi la vie politique. Animent aussi la vie politique. Pour la campagne électorale, il faut mobiliser les cellules. Il faut réveiller les cellules. Il faut mettre en place les équipes. Ça, nous le faisons. Il faut mettre en place les jeunes. Il faut les inviter, il faut les convoquer, il faut les former. Il faut les former au cours électoral. Il faut les former aux exigences de la campagne, du jour du scrutin et de l'après-scrutin. Cela, nous le faisons. Nous le faisons avec enthousiasme. Alors, nous avons assez parlé des élections. Évoquons maintenant le dernier sujet de cette émission. On a vu le week-end écoulé que le citoyen béninois, ou alors le prisonnier le plus recherché, le fugitif le plus recherché, a été finalement appréhendé. Je veux parler de Kodjo Kossi Alofa. On ne va pas parler tout de suite de son transfert à nouveau au Bénin et puis son retour à la prison civile de Misrété. Mais est-ce que vous étiez surpris quand vous avez appris qu'il s'est évadé de la prison civile? Non, pas du tout, je ne suis pas surpris. Vous voyez, vous vous rappelez déjà, ça fait quand même quasiment 4 ans ou plus. Lorsque cette affaire a éclaté, c'est le président de la République qui est devenu le procureur, le juge d'instruction, qui instruit, qui décide de l'arrivée des experts aux fins de prélèvement, etc. Et donc, qui décide finalement, au travers les ministres successifs en charge de la justice et de certains procureurs, et bien qui décide de qui est assassin. Regardez ce qu'on dit, l'assassin présumé. Il n'y a jamais d'assassin présumé.
Il n'y a jamais d'assassin. Le langage judiciaire, il n'y a pas d'assassin présumé. Il y a quoi? Il y a qui? Il y a des suspects. Très bien. Il y a des suspects. Donc on a trouvé, pour faire en sorte que nous nous éloignions des pistes probables, on nous a offert notre assassin présumé. Pour vous, la piste, pour vous, Alofa n'est pas la piste. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Toutes les fenêtres. Et je veux vous dire, sur ma conscience, ça c'est ma conscience, je ne pense pas que ça soit Alofa. Le jour des assises, je serai là. S'il y a assises, je veux dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs et à nos compatriotes que je viens de recevoir une ordonnance du juge d'instruction qui parle de la transmission du dossier au procureur général. Donc le dossier n'est pas encore devant la chambre d'accusation. Et donc, ce qui se lit, ce qui se dit que c'est aux assises, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, si le dossier allait aux assises, j'en aurais été informé parce que, étant constitué pour la famille, avec Feu Sambaou Zakari et pour la FESINTRA Finance. Et donc, je ne pense pas que ça soit celui que l'on a indiqué comme étant, suivant leurs propres thèmes, le présumé assassin. Il peut être dans le faisceau des suspects. Mais la meilleure manière de vérifier par rapport à ce que l'on a supposé soi-même comme étant le corps de Danivor, c'est d'établir le lien entre Alofa et Danivor. Et ce corps qu'on a supposé être celui de Danivor. Et ce lien, c'est aussi au moyen des expertises. Aucun juge n'a fait cette expertise. Est-ce qu'on n'a pas trouvé les habits de Alofa dans sa chambre? Est-ce que dans la proximité de ce que l'on a retrouvé comme corps, on ne peut pas faire des prélèvements pour faire tout au moins le lien entre le corps présumé, supposé être celui de Danivor et le supposé Alofa? Alors, ça, c'est le premier volet. Oui. Le deuxième volet, l'évasion, pour moi, n'était pas l'information la plus importante. Maintenant, qu'on le retrouve, mais qu'il a vu. Moi, je suis un avocat. Mais tout cela, c'est la structure administrative. Vous voulez dire que vous n'avez pas du tout été associé à ce qui a été fait depuis son évasion jusqu'à son arrestation? Absolument pas. Absolument pas. Nous ne soyons pas journalistes, avocats, enseignants ici. Soyons des êtres humains. Quand on dit qu'on a retrouvé quelqu'un, posons-nous la question, le doute élémentaire. Est-ce qu'il n'est pas possible que ce ne soit pas la personne? Est-ce qu'il n'est pas possible que ce ne soit pas la personne? Alors, donc, moi, je considère que les horizons sont encore très ouverts, et que le moment viendra où, tout au moins, on va parler avec sérénité de cette affaire-là. Finalement, on s'enlise encore un peu plus dans cette affaire. Et au départ, pour vous, ce n'était pas la vraie piste. Il s'est évadé, il est revenu. Il se pourrait que ce ne soit pas la personne qui était à la prison civile de Misrété. Finalement, où se retrouve la vérité? Ah ben c'est ça, où se retrouve la vérité. Est-ce qu'il est possible maintenant d'avoir la vérité? De moins en moins, je le crois. Je crains qu'il n'est pas possible maintenant. Je ne dis pas qu'il ne sera pas possible d'avoir la vérité. Nous n'avons pas les éléments de la vérité. Vous voyez, depuis plus de 4 ans, c'est aujourd'hui qu'on nous transmet l'information que le dossier est transmis au parquet général. Alors, dans combien de temps le parquet général va finir de faire son travail? Alors, donc, il y a des réponses qui ne sont pas apportées. Il y a des compléments d'informations sollicités qui n'ont pas été fournis. Est-ce qu'on vous a jamais encore parlé de ces experts qui sont arrivés entre-temps? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ainsi de suite. Alors, vous êtes l'avocat de la famille, de la FESINTRA Finance également, c'est vous qui devez vous devez en principe avoir ces informations. Mais si je vous pose la question, ce n'est pas hypothèse, donc je n'ai pas ces informations. Et donc, on nous a dit que la famille s'est opposée au prélèvement de quelque chose pour le test d'ADN et que vous étiez, en tant qu'avocat de la famille, vous étiez aussi pour la décision de la position de la famille. Je pense qu'il faut rendre hommage au père de Danivor, qui a résisté à toute forme et toutes sortes de manipulations à l'époque. Toutes formes et toutes sortes de manipulations. Nous sommes des responsables politiques. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Et qui nous a encouragés à résister à toutes sortes et toutes formes de manipulation. Et cela dit
ce n'est pas parce que... Et qui est passé de vie à trépas, sans savoir si son enfant vit ou pas, sans savoir où se trouve son enfant, sans que la famille ait pu faire aujourd'hui le deuil de la personne dont on parle. Et c'est ça l'un des problèmes que nous devons régler. Et c'est cela qui encourage certains à poser les problèmes tels qu'ils sont, voyez-vous. Et donc je considère que le moment viendra où, avec d'autres disparitions, il y en a eu dans ce pays, ce n'est pas le moment de les citer, il faut aller aux élections dans la paix. Avec d'autres disparitions, il faudrait reposer, d'une manière générale, ces questions, poser la responsabilité de l'État, quelles que puissent être les personnalités qui étaient au pouvoir au moment où ces disparitions ont lieu. Permettez-moi de revenir encore sur cette question. Edmond l'a évoqué tantôt. Il y a quelques années, vous avez refusé, la famille a refusé un prélèvement sur le père d'Aïvo pour pouvoir faire une comparaison avec le Maccabée qui a été retrouvé pour identifier que c'était réellement d'Aïvo, puisque justement à l'époque, vous n'étiez pas en confiance, vous n'aviez pas confiance en ce qu'allaient faire ces experts qui allaient venir de l'extérieur. Mais à votre niveau, au niveau de la famille également, aucune disposition n'a été prise, rien n'a été fait pour faire ce même prélèvement à votre niveau. Vous direz peut-être que vous n'avez pas, ou la famille n'a peut-être pas les moyens, mais cette situation fait qu'il y a un flou qui demeure. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Non, ne parlez pas de flou. Ne parlez pas de flou. Ce n'est pas la famille d'Aïvo qui a trouvé un Maccabée, comme vous le dites, quelque part. Ce n'est pas la famille d'Aïvo. La famille d'Aïvo est en quête de son enfant, veut son enfant. Et quand on fait des recherches dans un pays, dans un état de droit, dans un état démocratique, il y a des organes qui le font. Au moment où l'on a pris la décision de faire venir 2 experts, pas les experts béninois, 2 experts, l'un de l'Allemagne, l'autre de Paris, le juge d'instruction n'a pas pris la décision de convocation des experts. Et vous demandez à la famille de dire, en violation des propres règles qui protègent les citoyens béninois, de succomber à cette pression. Imaginez-vous, à l'époque, on dit non, l'expert à l'hôtel, il va partir dans 4 heures, il faut tout faire. Il faut tout faire. Donc en violation des règles. Dans quel pays on fait ainsi? Mais si on le fait ainsi, si on est si pressé des prélèvements, pour quelle raison? C'est la question que vous devriez poser. Vous n'allez pas poser à la famille d'Aïvo. Pour quelle raison elle n'a pas accepté, en violation des lois béninoises, de succomber aux décisions d'un expert que le pouvoir exécutif a fait venir de l'étranger? Non, ce n'est pas possible. Le corps humain est indisponible, sauf dans les conditions prévues par la loi, si c'est le juge d'instruction qui le fait. Et donc, si vous me voyez, moi, maintenant, avec mon expérience, avec mes possibilités, avec mes facultés, dire à une famille de prêter, mais demain, je vous le demanderai. Vous voulez donc dire... Tu m'excuses, Herman. Il y a beaucoup de Béninois qui s'interrogent de plus en plus sur cette affaire. Il y a également beaucoup de rumeurs qui circulent. Vous êtes avocat de la famille, avocat de la Centrale Finance. Je ne vous demande pas de nous dévoiler le secret de l'instruction et tout. Mais quelle est l'hypothèse la plus plausible quand on évoque la disparition de d'Aïvo? Non. Je prends la première manche de votre déclaration. Il y a beaucoup de rumeurs. Il appartient au pouvoir exécutif de confirmer ou d'infirmer ces rumeurs. Dans un pays où il n'y a que des rumeurs, mais les rumeurs nous emportent, nous pourrissent la vie. Il faut qu'il y ait des décisions, des positions qui soient prises pour rassurer, pour apaiser. Et maintenant, je ne peux pas. Vous avez dit que je suis avocat, je ne suis pas un juge. Donc je ne peux pas vous dire quelles sont les hypothèses possibles. Je ne peux pas vous dire quelles sont les... Voilà, mais toutes les fenêtres sont ouvertes. Je peux vous dire donc que toutes les hypothèses sont possibles. Toutes les hypothèses. Tout ce que vous entendez comme rumeurs se situe dans les possibilités de cette affaire. Mais le moment viendra. Je ne suis pas certain que l'on puisse avoir la vérité d'ici à 2016. Ce n'est pas évident. Que l'on aura peut-être une vérité dans la précipitation avec laquelle on a convoqué les experts de l'étranger. On peut faire tenir des assises pour avoir sa vérité. Serait-ce la vérité? That is the question. Maître Dioguenou, est-ce que vous voulez nous dire qu'à ce jour, il n'y a pas encore eu une confirmation biologique ou tout au moins scientifique entre la famille vivante de d'Aïvo et ce Maccabée qu'on a retrouvé à Wamé? J'étais d'ailleurs là au moment où on exhumait ce corps. Je vous réponds
que la situation n'a pas évolué, que la réponse de la famille est constante et que la famille reste dans l'attente des réponses à la situation de Pierre Humain Danivot. Nous sommes à la fin de cette émission. Joseph Diogbenou, un dernier mot. Je vous remercie de m'avoir autorisé, de m'avoir invité à cette émission culte, bien entendu. Et je voudrais encore une fois appeler nos compatriotes à prendre la décision qu'il faut. Nous avons marché. Le 26 avril, la marche sera faite dans les urnes. Les uns ont pris leur décision dans la rue. Nous aurons à prendre notre décision dans les urnes. Que chacun préserve sa carte d'électeur. Nous sommes en période d'inondation. Que les cartes d'électeurs ne tombent pas dans l'eau. Nous sommes dans une période où on peut vendre la carte d'électeur. Qu'on ne vend pas sa carte d'électeur. On va vous dire qu'on va louer votre carte d'électeur. Ne louez pas pour payer les contributions. On va vous dire maintenant que l'une des pièces pour avoir constitué le dossier de microfinance, c'est la carte d'électeur. Ne donnez pas votre carte d'électeur. Parce que la décision, c'est chacun de nous. Je vous remercie. Merci à vous. Herman. Merci beaucoup, Jeanne Mitopé. Merci, Maître Joseph Diogbenou. Merci. Chers téléspectateurs, merci et à bientôt.